Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Alors, A New Shift, vu de Belgique, ce film évoque un passé révolu, celui de la bataille des charbonnages, du charbon. Il y a eu des moments d'extrême douleur et de joie, une culture ouvrière, une culture minière qui n'existe plus. En termes de douleur, on se rappellera de la catastrophe minière du bois du Casier, il y a 65 ans. Et donc en Belgique, il n'y a plus de mines ouvertes. La dernière mine a fermé en 84 du côté wallon. Et en Flandre, c'était en 1992. Par contre, ce film nous parle d'un sujet, d'une actualité extrêmement brûlante, qui est celui de la reconversion numérique. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir des observateurs, des experts de premier plan, des femmes et des hommes de terrain, du monde syndical et du monde associatif. Parmi nous, nous avons Claude Lambrechts, qui est secrétaire national de la CNE. Nous avons également Thierry Hartz, du service international de la FGTB. Et nous avons enfin Cédric Leterme, qui est chargé d'études au Centre tricontinental, le CETRI. Malheureusement, Evie Spitals, consultante pour la société d'audit financier Deloitte, n'a pas pu venir. Elle a eu d'autres obligations de dernière minute. Et nous nous excusons de ne pas pouvoir la présenter parmi les oratrices et les orateurs ce soir. Alors, sans attendre, je voudrais donner la parole à Claude Lambrechts concernant le sujet, le thème de ce soir, qui est la place des humains dans le travail de demain. Mais avant d'arriver à demain, parlons d'aujourd'hui et de la situation actuelle. Claude Lambrechts, la parole est à vous. Ouais, la question posée comme ça est assez vaste. Donc, par où commencer ? Peut-être d'abord dire que l'emploi, moi j'ai envie de dire, il continue à augmenter en Belgique. En tout cas, les chiffres le montrent. Mais effectivement, ce n'est pas le même emploi qu'auparavant. Moi, j'ai envie de dire qu'on est dans une nouvelle phase peut-être de la révolution industrielle. Et à chaque fois, il y a eu de la souffrance, il y a eu des moments difficiles. Enfin, quand on a commencé à industrialiser, à mettre en place le travail en usine, bien oui, c'était du travail dur, c'était du travail aussi pour les femmes, les enfants, la nuit, dans des conditions vraiment très pénibles. Et donc, à chaque étape de la révolution industrielle, eh bien, je pense qu'il y a des organisations et des hommes et des femmes qui se sont battus pour améliorer leurs conditions de travail. Et je pense qu'on est aussi dans une nouvelle étape de cette évolution où on doit toujours se battre pour améliorer les conditions de travail et améliorer la place de l'humain. Que dire de cette success story ? Est-ce qu'on peut dire que tous les travailleurs sont comme Thomas ? Parviennent-ils ou parviennent-elles à gagner le monde du travail numérique ? Passe-t-on aussi facilement du manuel au digital ? Non, mais bon, c'est un des enjeux du syndicalisme, c'est de permettre à tout le monde d'accéder à la formation. On sait bien, on voit déjà actuellement que souvent ce sont les gens les mieux formés qui suivent encore des formations. Maintenant, moi je vois que les travailleurs et les travailleuses sont en demande. Je vois aussi une évolution avec la période Covid qu'on vient de vivre, où les employés ont été confrontés à une autre manière de travailler, un travail à distance. Ils ont ressenti, je pense encore beaucoup plus pour certaines et certaines, la nécessité d'avoir des formations. Parce que travailler à distance, eh bien, ça impliquait de travailler autrement, de travailler aussi en visioconférence avec des logiciels qu'on ne connaît pas bien. Je vois même nous aussi au début au syndicat, avant on n'avait pas tellement l'habitude de faire des réunions à distance et puis on s'y est mis et puis on a ressenti la nécessité d'avoir des formations pour un peu mieux utiliser le logiciel et toutes les possibilités du logiciel et toutes les possibilités qu'offrent les réunions à distance. Je crois que c'est la même chose. Enfin, moi j'entends beaucoup de délégués maintenant d'entreprises qui me disent oui, on a eu des formations, on a eu des webinaires, mais en tout cas c'est important et c'est important
tout cas de défendre le droit individuel à la formation. Sinon, ce sont toujours les mêmes qui en bénéficient et qui en profitent. Est-ce qu'on peut dire que cette transformation, cette véritable révolution numérique profite de manière générale à tout le monde? Souvent, on associe la numérisation de l'économie avec la libéralisation. Que pourriez-vous en dire, Thierry Ars de la FGTB? Mais d'abord, si vous me permettez de revenir à votre question sur le caractère humain de l'évolution technologique, c'est un peu la question. Hein. Est-ce qu'on a une technologie, une évolution technologique qui est au service de l'humain, ou est-ce qu'au contraire, on a un humain qui est plutôt au service de la technologie? Alors ici, évidemment, on a très bien vu dans le film une success story qui est une success story individuelle et qui effectivement est positive pour l'individu en question. Maintenant, est-ce que c'est représentatif de la manière dont la situation évolue pour l'ensemble des travailleurs? Là, je pense qu'il faut quand même peut-être citer quelques exemples concrets que tout le monde a en tête. En fait, hein, ce sont des exemples de l'actualité où on voit, par exemple, que cette transition technologique, elle engendre ce qu'on appelle du technostress, hein, c'est-à-dire qu'on a des travailleurs qui travaillent d'abord beaucoup en télétravail, on l'a tous fait, je pense, pendant le confinement, qui sont aussi joignables et qui sont joignables presque 24 heures sur 24. Et donc ça provoque évidemment des problèmes de sommeil, des problèmes de fatigue, des problèmes d'épuisement, des problèmes de burn-out. Et ça peut provoquer effectivement aussi des problèmes de santé physique, comme des problèmes cardiaques, hein, par exemple. Ça ressort quand même très clairement de plusieurs études. Ce que je trouvais intéressant dans le film, c'est qu'on a en fait une transformation physique quasiment du travailleur, hein, qui se fait couper les cheveux, qui prend un costume d'étudiant, puis on va dire qui met des vêtements plus appropriés à je dirais un travail d'employé et moins d'ouvrier, qui à un moment donné est même transformé en showman, hein, quand il est sur la scène et qu'il raconte avec beaucoup d'humour son parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette transformation des corps, elle se passe aussi dans l'autre sens. Hein. Donc il y a effectivement un impact physique parfois négatif, qui est le fait de tous ces travaux qui restent des travaux bas qualifiés et des travaux, on va dire, manuels, mais qui sont liés à la transformation technologique. C'est-à-dire que la transformation technologique, elle ne donne pas naissance qu'à des travaux ou à un travail qui est haut qualifié. On pense par exemple aux livreurs de pizza, aux livreurs de repas, auxquels on a fait appel peut-être tous aussi pendant le confinement, mais qui travaillent dans des conditions souvent pas très reluisantes, parfois en mettant en danger leur corps, en mettant en danger leur intégrité physique, leur sécurité physique, qui s'exposent à des accidents de la route dans le cadre de leur travail, sans être couverts souvent par une protection adéquate en la matière. Et puis on a aussi effectivement tous ces travaux d'employés, entre guillemets, de col blanc, mais qui aussi peuvent entraîner des problèmes physiques, comme je viens de le dire. Hein, voilà, n'importe quel travailleur dans n'importe quel secteur qui a fait du télétravail l'a aussi expérimenté. Travailler à la maison, ça veut aussi dire avoir des problèmes peut-être ergonomiques, hein, parce qu'on n'a pas un environnement de travail toujours très adapté. Et alors on a aussi par exemple en tête ce qu'on appelle ces travailleurs de l'ombre, hein, c'est-à-dire ces gens qui travaillent pour le secteur numérique lui-même, qui sont chargés de faire la relecture des contenus et qui parfois sont confrontés à des images très violentes, sans accompagnement psychologique qui leur sont offerts par les grands groupes de numérique et les grands groupes digitaux. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas que du négatif, hein, dans l'évolution digitale. Je pense que c'est pas la question. La question, c'est pas d'être contre ou pour l'évolution technologique ou l'évolution digitale, parce que bon, ces progrès technologiques, ils offrent un champ de possibles en fait. Hein. Mais ce n'est pas automatique que ce champ de possible rende la technologie au service de l'humain et pas l'inverse. Ça, c'est une question de choix de société, c'est une question de choix politique. Et donc ça veut dire que ce n'est pas une question qui doit être laissée uniquement
à la réflexion et à la pensée des entreprises. Ça doit aussi faire l'objet d'un débat politique, ça doit faire l'objet d'une action publique, et c'est de la responsabilité des gouvernements, et j'ai envie de dire aussi du dialogue social dans les entreprises qui doivent organiser la transition digitale. Or, beaucoup de groupes du secteur numérique n'acceptent pas toujours les délégations syndicales en leur sein et sont parfois en violation, j'ai envie de dire, du droit à la négociation collective et au dialogue social. Donc voilà, beaucoup de possibilités positives, mais moyennant un encadrement, j'ai envie de dire, pour que cette évolution technologique soit au service de l'humain. Très bien. Alors, nous projetons ce film dans le cadre de la quinzaine de la solidarité internationale. Alors, quand on parle de solidarité internationale, on pense évidemment aux pays du Sud. Nous avons parmi nous un spécialiste des rapports Nord-Sud. Alors, comme aujourd'hui nous parlons beaucoup de la fracture numérique, comment se reflète-t-elle aujourd'hui dans notre rapport, dans le rapport Nord-Sud finalement? Est-ce qu'on peut parler d'un clivage entre un Sud qui est tourné sur le travail manuel et un Nord qui s'oriente de plus en plus vers le digital? Ça se présente comme ça ou? C'est un peu plus nuancé que ça quand même s'il y a du vrai en partie, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Évidemment, le Sud est beaucoup plus pluriel que ça aujourd'hui. Il y a plusieurs Suds et il y a plusieurs Nords aussi. Oui, mais c'est vrai que voilà, quand on a un peu cet imaginaire, nous, post-industriel ici, avec les mines qui ferment et la reconversion vers le numérique, etc., on oublie un peu souvent que le pendant de ça reste des mines qui continuent d'être ouvertes dans le Sud pour générer les matières premières qui permettent à ces technologies d'exister. Donc ça, c'est une réalité. Si on regarde un petit peu l'ensemble du cycle de vie de l'industrie numérique, en commençant avec les matières premières jusqu'à la mise aux déchets, donc le recyclage, etc., des déchets numériques qu'on génère en quantité pharaonique, le Sud occupe les pires places dans ce cycle-là. Donc effectivement, il se retrouve dans les plus mauvais segments, ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des segments technologiques. Tu parlais effectivement des travailleurs de l'ombre, ces travailleurs du clic qui modèrent les contenus par exemple, qui annotent, qui entraînent les algorithmes, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais en fait c'est de l'intelligence artificielle qui reste assez bête à l'heure actuelle et qui a besoin d'exemples, de quantités colossales d'exemples pour s'entraîner, pour se développer. Et qui donne ces exemples-là? Ce sont des travailleurs humains, généralement dans les pays du Sud, parce que ce que permet en partie ces nouvelles technologies, c'est d'externaliser un maximum le travail. En tout cas, ces formes de travail-là peuvent être très facilement externalisées à l'échelle de la planète. Donc il y a notamment des plateformes qui permettent ça. Amazon a été une des premières entreprises à mettre en place des plateformes qui permettent d'externaliser du micro-travail, du travail du clic. Donc on retrouve beaucoup de travailleurs très qualifiés, ou en tout cas qui ont accès à un matériel, etc., dans les pays du Sud, mais qui se retrouvent coincés dans les plus mauvais segments de la chaîne de valeur finalement de l'industrie numérique. Donc il y a une fracture qui est évidente. Il y a aussi une fracture qui reste massive en termes d'accès, de connectivité, d'infrastructure. Voilà, on sait bien que les taux de connectivité, d'accès à Internet sont extraordinairement différents à l'échelle internationale et au sein même des États. On parle d'environ 20% pour le continent africain, et dans les pays dits développés, on est à du 80-90% de personnes qui ont accès à Internet. Alors ça ne veut pas dire qu'en plus, les personnes qui ont accès à Internet en Afrique, généralement, ce sont des connexions très lentes, de mauvaise qualité, qui sont excessivement chères. Donc il y a aussi un gros déficit, des gros écarts en termes d'accès aux compétences, etc. Donc la fracture numérique, elle est évidente au niveau international. Au sein même des États, entre les régions rurales et urbaines, il y a aussi un fossé qui est colossal. Entre les hommes et les femmes aussi, les accès ne sont pas du tout les mêmes. Donc c'est sûr que ça reste une réalité qui est très très contrastée à l'échelle internationale. Et dans beaucoup de pays, on parle aujourd'hui de 4e révolution industrielle, beaucoup de pays n'ont pas encore franchi la 2e, mais ils se retrouvent déjà imbriqués dans les cycles et dans les chaînes de valeur de la 4e, mais je le disais, au pire maillon finalement. Donc ça, c'est un des gros paradoxes à l'heure actuelle, c'est que souvent les pays du Sud sont ceux qui profitent le moins de l'essor de l'industrie numérique à l'échelle internationale, mais en tout cas d'un point de vue environnemental et social, ce sont eux qui payent le plus lourd tribut à son développement. Et donc là, il y a des gros efforts à faire en termes de solidarité internationale, on peut le dire comme ça, mais en termes de lutte aussi, en commençant par chez nous. Claude Lambrechts, dans le film, il est dit que des millions d'emplois disparaissent et sont remplacés par des millions d'autres emplois de type numérique. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Qu'en est-il de la situation du marché de l'emploi en Belgique? Oui, effectivement, on assiste surtout à une transformation de l'emploi, et donc parfois on a l'impression que l'emploi diminue. Non, il ne diminue pas, il continue d'augmenter en Belgique.
Et donc, on a fait une étude chez nous à partir des différentes données qu'on a pu recueillir. On a un peu comparé les études qui venaient de différents horizons. Et on voit que dans les années, enfin bon, cette étude, on l'avait fait avant le Covid, mais on voit que dans les années à venir, eh bien, on continue d'avoir une évolution de l'emploi positif dans le secteur des services. Et quand on parle dans les services, c'est les services aussi non marchands, tout ce qui est les soins aux personnes, entre autres. Et puis une évolution dans tout ce qui est services aux entreprises, métiers de l'informatique, la consultance. Vous voyez, il y a eu des articles dans la presse récemment, les chiffres d'emploi au niveau de la consultance explosent. Et donc, c'est aussi une forme d'externalisation aussi de l'emploi. Moi, j'ai entendu des témoignages de délégués récemment qui disaient qu'on a de plus en plus de consultants dans l'entreprise. Et donc, effectivement, moins de contrôle aussi de la part des employés par rapport à ce qui se passe, et moins de contrôle évidemment et de force syndicale, puisqu'on fait de plus en plus appel à des faux indépendants, à des consultants. Donc ça, c'est un problème aussi. Alors une diminution par contre de l'emploi plutôt dans des secteurs industriels, dans les secteurs financiers, et parfois c'est une fausse diminution justement parce qu'il y a cette externalisation de l'emploi aussi vers de la consultance ou des sous-traitants. Et donc l'emploi globalement en Belgique il continue d'augmenter dans les secteurs en tout cas que je suis. Et on voit même que le dernier chiffre disponible que j'ai vu de l'ONSS, c'était le premier trimestre 2021, eh bien l'emploi a augmenté par rapport à 2020 où on était en plein Covid. Maintenant, la question, c'est de voir aussi quelle qualité d'emploi. Et donc, ça, c'est le point, évidemment, de vigilance. Alors, ça nous amène notamment à la question du travail décent. Est-ce que les critères du travail décent sont remplis dans cette nouvelle configuration du marché de l'emploi? Quels sont les chiffres de la FGTB? Est-ce que vous partagez les mêmes... C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle peut-être la première question que vous posiez, c'était sur le volume de l'emploi, puis la deuxième question que vous posiez sur la qualité de l'emploi, c'est-à-dire est-ce que les emplois créés sont décents ou pas. Alors sur la création d'emplois, la donnée pertinente, j'ai envie de dire, c'est la création nette d'emplois. C'est-à-dire que l'évolution technologique détruit toute une série d'emplois. On l'a vu ici, notamment dans le secteur minier en Tchéquie. Et puis, effectivement, il crée des emplois à côté des destructions d'emplois. Et donc, il faut faire la balance entre les deux. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire. En tout cas, en ce qui concerne la destruction d'emplois, par exemple, il faut savoir qu'il n'y a pas de consensus scientifique. Il y a énormément d'études qui ont été menées par des universités, par des groupes de consultance, donc McKinsey, qui a été cité en fin de reportages, de documentaires aussi. Il y a l'OCDE qui a publié des chiffres, y compris pour la Belgique. Et quand on regarde ces études, eh bien, elles essayent d'évaluer le pourcentage d'emplois existants qui sont menacés par une numérisation totale, c'est-à-dire qui risquent d'être complètement détruits par la numérisation. Et selon l'étude, on oscille entre 7% et 43%. Ça veut dire qu'on est dans des proportions qui sont tout à fait on fait le grand écart, quoi, donc on n'a même pas un ordre de grandeur vague. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à dire, et je pense que la vraie question, comme ça a été dit par Claude, je pense que effectivement c'est la qualité des emplois, parce que sur la création nette d'emplois, on n'a pas vraiment de données, mais par contre on a des données sur des dynamiques qui sont à l'œuvre. Et c'est là que je passe à votre question sur l'emploi décent et sur la qualité de l'emploi. Je voulais juste citer un graphique que j'avais vu de l'Organisation internationale du travail en préparant la soirée aujourd'hui. Un graphique qui montre trois je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, sinon ça va vous ennuyer, donc vous inquiétez pas, mais disons qu'il y a trois grandes données. C'est la diminution du coût de la numérisation, c'est le taux de destruction d'emplois et c'est l'inégalité de revenus. Et ce qu'on remarque depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui, c'est que le coût de la numérisation diminue, c'est-à-dire que les profits du capital dans le secteur de la numérisation augmentent. Alors le taux de création d'emplois, le taux de destruction d'emplois diminue aussi, mais par contre les inégalités augmentent. Donc ce qu'on voit, c'est que les inégalités de revenus augmentent malgré effectivement parfois de la création d'emplois et malgré le fait que
les revenus dans le secteur, les revenus du capital dans le secteur sont très élevés. Et ça, je pense que ça donne une indication effectivement sur la qualité des emplois qui sont créés et le fait que quand il y a numérisation, il y a beaucoup d'emplois très haut qualifiés qui sont créés, mais aussi beaucoup d'emplois bas qualifiés qui sont créés. On a cité les livreurs de pizza et d'autres dans ces secteurs-là. Et ça crée l'inégalité de revenus entre travailleurs, mais aussi entre revenus du capital et revenus du travail. Donc ça, voilà, il y a là peut-être quelque chose à corriger à l'avenir. Vous vouliez rajouter quelque chose ? J'ai envie de dire que pour nous, c'est aussi une opportunité à saisir en matière de réduction collective du temps de travail. Absolument. Je dis, c'est un des enjeux. Je dis, moi, je ne suis pas contre les nouvelles technologies si elles permettent d'améliorer les conditions de travail, si elles permettent de diminuer le temps aussi consacré au travail. Et la pénibilité aussi, je veux dire. Et la pénibilité. Je pense que personne n'a envie de retourner travailler dans les mines, dans les conditions qu'on a connues, voilà, et qu'il y en a qui connaissent encore ailleurs. Donc je crois qu'il faut voir des aspects effectivement positifs. Donc la question, c'est de la finalité des nouvelles technologies, à quoi on les utilise, au service de l'humain, pour réduire le temps de travail, aussi pour des fins médicales, pour diminuer la faim dans le monde. Enfin, je veux dire, ce n'est pas quelque chose nécessairement à diaboliser, mais non, je pense que c'est l'objectif, mais je pense, voilà, c'est effectivement l'objectif. Je crois que tout le monde sera d'accord ici dans la salle qu'on veut utiliser les technologies de la numérisation digitale au service de l'humain. Maintenant, si on fait le constat aujourd'hui, on est obligé de constater qu'on n'y est pas encore, en fait. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Claude, pour dire que c'est l'objectif qu'on poursuit tous, mais qu'il y a encore beaucoup de plans sur la planche, aussi bien au niveau national qu'international, d'ailleurs. Mais avec cette désindustrialisation dont vous parliez, où en est-on avec le taux de syndicalisation dans le nouveau marché du travail, dans les nouvelles entreprises? Souvent, vous avez sans doute affaire à des PME, des entreprises sociales. Est-ce que vous parvenez à vous implanter dans ce genre de structure? C'est une évolution lente, mais bon, on est encore en Belgique, et c'est valable pour toutes les organisations syndicales en Belgique, on est encore avec un taux de syndicalisation élevé, et par rapport à d'autres pays européens, parce qu'on est aussi dans des réunions internationales, on a réussi à maintenir une syndicalisation élevée. Ce n'est pas le cas partout. J'ai envie de dire paradoxalement, en tout cas pour mon organisation, on augmente plus, on affilie plus dans des PME parfois que dans les grandes entreprises. Mais peut-être parce que dans les PME, les travailleurs ont plus besoin aussi du service individuel aux membres, et que dans les grandes entreprises, s'il y a un délégué, pourquoi syndiquer? On a déjà le délégué qui fait tout pour nous. Ça, c'est un peu parfois le problème, qu'il n'y a plus toujours ce réflexe de solidarité, de se dire, mais si on a obtenu des améliorations de nos conditions de travail, c'est parce qu'il y a un syndicat qui l'a obtenu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est battu ou qui a négocié pour obtenir ces conditions. Donc c'est vrai que c'est plus difficile dans les nouveaux secteurs parce qu'il n'y a pas cette tradition syndicale, il n'y a plus non plus cette habitude, je vais dire pour changer de mère en fille, d'être syndiqué. Voilà, mais je pense aussi, avec le Covid, il y a beaucoup aussi de personnes qui se sont rendues compte quand même que c'était utile d'avoir une organisation syndicale. Et maintenant, on a un peu l'effet contre-coup parce que le chômage temporaire a diminué. Donc, on est de nouveau un peu en perte par rapport aux gains d'affiliation qu'on a eu pendant le Covid. Mais je pense que justement, pendant le Covid, on a eu aussi des travailleurs un peu de tous les secteurs parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont été touchés par le chômage temporaire, mais bon, de manière variable. Alors, avant de vous inviter à poursuivre le débat au bar, puisque un verre vous est gracieusement offert, je voudrais donner une dernière fois la parole à monsieur le représentant du CETRI, c'est-à-dire Cédric Leterme, concernant la question du travail décent dans les pays du Sud. Quels sont les mécanismes de contrôle? Est-ce qu'on constate une amélioration ou pas? C'est compliqué, les mécanismes de contrôle.
le travail décent, c'est une notion qui a été mise en place par l'OIT, hein, donc il y a tout un système de surveillance intergouvernementale qui se fait à travers cette organisation-là. Ils ont aussi des programmes de coopération technique qui visent à favoriser l'essor du travail décent, mais qui est lui-même une notion, alors qu'ils essayent d'opérationnaliser un maximum, mais qui a aussi été pensé pour être suffisamment relative que pour s'adapter aux conditions de travail un peu différentes à l'échelle de la planète. Donc c'est une notion en plus qui est assez minimaliste, qui a été critiquée aussi pour son caractère un peu minimaliste, c'est-à-dire est considéré comme du travail, bon déjà dans les terminologies même, un travail décent, c'est pas travail épanouissant, c'est pas travail émancipateur, encore moins, c'est du travail décent, donc c'est du travail qui à minima respecte les normes fondamentales de l'OIT, c'est du travail qui normalement doit donner accès à un certain niveau de protection sociale, c'est du travail qui doit être encadré par du dialogue social, et donc si on prend ces grandes dimensions-là, on se rend compte qu'effectivement l'énorme majorité du travail qui se réalise à l'échelle de la planète, et donc principalement dans les pays du Sud, parce que 2/3 des travailleurs de la planète se retrouvent là-bas, échappent en fait à cette définition, pourtant déjà relativement minimaliste, du travail décent, tout simplement parce que l'immense majorité du travail à l'heure actuelle échappe à l'emploi formel, à l'emploi salarié. Donc il est par définition dénué de protection sociale, par définition dénué de dialogue social, etc. Donc on est très très loin du compte à l'heure actuelle en termes de travail décent, en particulier dans les pays du Sud, même si de nouveau il faut évidemment nuancer le portrait en fonction des différentes régions, etc. Mais si on regarde globalement, la situation est quand même pas très très rose et les mécanismes on sait que l'OIT n'a pas de pouvoir de sanction, on ne peut pas imposer, voilà, ce sont des normes qui juridiquement sont contraignantes, les normes qu'elle adopte. Donc normalement les normes fondamentales par exemple s'imposent à tous les États qui sont membres de l'OIT. Malheureusement, elle n'a pas de pouvoir de sanction, elle ne peut pas faire respecter ces normes-là, même si elles sont juridiquement contraignantes. Et donc derrière, ce sont des jeux économiques, ce sont des jeux d'influence, etc. Et c'est le fonctionnement de l'économie mondiale dans son ensemble qui détermine dans quelle direction évoluent les conditions de travail dans les pays du Sud. Or, quand on voit ce qui se passe dans d'autres grandes institutions qui, elles, ont un pouvoir de sanction, en tout cas beaucoup plus important, par exemple l'Organisation mondiale du commerce, on voit qu'on continue de mettre en place des traités de libre-échange, une libéralisation de toute une série de secteurs, notamment du commerce électronique, dans le cadre de l'OMC. On continue de signer des traités de libre-échange régionaux, etc., qui continuent d'aggraver la mise en concurrence des travailleurs, qui continuent de mettre en péril le travail des syndicalistes, par exemple. Donc il y a encore énormément de travail à faire, malheureusement, de ce point de vue-là, en particulier dans les pays du Sud, mais pas uniquement. Je vous remercie et je suis heureux d'entendre qu'il ne faut pas finalement être aussi pessimiste que cela et que le combat continue, notamment le combat de la solidarité Nord-Sud. Je vous invite à présent à poursuivre le débat dans la salle à côté. Je vous remercie pour votre présence et je remercie notamment nos partenaires, la cellule Solidarité internationale de la ville de Bruxelles et le Centre tchèque qui nous a appuyés, qui constituent nos partenaires principaux pour cet événement. Et je vous invite à notre prochaine séance, à notre prochain ciné-club auquel je ne manquerai pas de vous inviter. Merci encore, très bonne soirée.